Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Les Entretiens. Mesdames et messieurs, vous le savez certainement, le samedi 2 septembre 2023, nous allons assister aux élections locales en Côte d'Ivoire. L'un des candidats à ces élections, notamment les municipales 2023, dans la commune de Port-Boué, est notre invité pour cette émission. Il s'agit bien évidemment de Touré Ben Issouf Alexandre, candidat indépendant pour les élections municipales 2023 à Port-Boué. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Touré Ben Issouf Alexandre, qui se cache derrière ce nom? D'abord, avant de prendre connaissance d'avec votre programme. D'accord. Je suis Touré Ben Issouf Alexandre, né le 7 août 1994. C'est important de rappeler l'âge. Je suis juriste, auditeur politique, ingénieur réseau et j'exerce en tant que directeur général adjoint du groupe Innovas. Et il faut savoir que Touré Ben Issouf Alexandre, c'est quelqu'un qui était beaucoup à la vie associative au départ et après s'est retrouvé dans des instances politiques. Comme on le dit, rien n'est le fruit du hasard. Je le disais tantôt, j'avais toujours voulu être diplomate et je me retrouve aujourd'hui très politique. C'est quoi? Qu'est-ce qui a favorisé cela? Parce que vous l'avez dit, hein, on a eu l'occasion de le constater dans nos recherches. Votre rêve, c'était de devenir diplomate. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'arène politique. Qu'est-ce qui a fait le pas? Comment le pas a été franchi? Il faut savoir que ma venue en politique est conditionnée par le ministre Fofana, qui en son temps, j'étais vice-président des consommateurs et sur les réseaux sociaux, j'étais tellement active. Et il y a une publication dont l'information n'était pas justifiée. Ça parlait de quoi? Du goudron des terres rouges, le bitumage de la voie des terres rouges. Et étant vice-président des consommateurs, je travaillais avec l'entreprise qui était en charge de ça, Terrabou notamment. Donc, quand quelqu'un a mis sur les réseaux sociaux dans un magazine pour dire c'est le ministre Fofana qui est en train de faire la voie, j'ai dit non, j'ai démontré par A plus B que ce n'est pas le ministre, c'est un projet de la BAD. Bon, après ça, j'ai été contacté par l'un des proches du ministre Fofana, qui est Gagnou Farian. Et après ça, le monsieur me reçoit. Il faut dire vrai que je ne maîtrisais pas le monde politique, ni les ministres, le gouvernement. Je me disais apolitique. Mais le monsieur me reçoit, tellement éloquent, avec plein de projets, on finit de parler. Et sans faire exprès, je bascule du côté de sa campagne en 2018-2019. Et je me prends d'amour pour lui. Et bon, après la défaite, j'ai bien aimé le challenge. Et après, j'ai été sollicité pour d'autres activités, d'autres associations et même pas un parti politique. C'est ainsi que j'ai fait mon entrée dans l'arène politique. Et donc, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Sendou Fofana? Pour dire vrai, Sendou Fofana, c'est le ministre qui me dit « Tu ne m'appelles pas monsieur le ministre, tu m'appelles papa ». Donc, au-delà de la politique, c'est un père pour moi. Quelqu'un qui t'a vu dans plusieurs situations, quelqu'un chez qui j'ai été à un certain moment à domicile. Certes, on ne s'appelle pas beaucoup parce que j'aime pas trop déranger, mais quand on se voit dans certaines cérémonies, notamment ma graduation il n'y a pas longtemps, tout le monde a cru qu'il était là pour moi, alors qu'il était là au nom du gouvernement. Donc il faut comprendre que c'est quelqu'un avec qui j'ai une affinité, une grande affinité. Et plus tard, vous allez savoir pourquoi. D'accord. Alors, Touré Ben, vous avez parlé de votre secrétaire général de Force en 2015, en 2018. Force 2015, c'était un mouvement politique qui était proche du RHDP. Vous avez été le président de la jeunesse du leader à Port-Boué en 2019, vice-président de la jeunesse RHDP en 2020, membre du bureau national UJ RHDP en 2021. Vous nous avez expliqué comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu politique. Vous l'avez signifié, vous êtes né en 1994, vous avez à ce jour 29 ans. Et à 29 ans, vous êtes candidat aux élections municipales à Port-Boué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre initiative, de votre démarche? D'accord. Comprenons que, effectivement, en politique, j'ai 5 ans d'expérience. Mais la politique, pour la formation que j'ai eue, c'est un truc qu'on pratique tous les jours sans le savoir. Et quand tu vois que tu peux servir, quand tu vois que c'est vous qui êtes utilisé pour asservir certains besoins et tu vois que tu peux changer les choses, parce que d'autres pensent que c'est à cause de l'année de la jeunesse que je suis candidat. Pas forcément, mais je pense que... C'est à cause de quoi vous êtes candidat? Je suis candidat parce que les idéaux politiques, pour moi,
ne vont pas de pair avec la gestion communale. C'est-à-dire? Tu es le candidat de X parti. Quand tu arrives aux affaires dans la commune, tu vas aider d'abord les militants de ton X parti. Et c'est un truc que j'ai vécu durant ces 5 ans de formation, ces 5 ans de pratique que j'ai eu. Alors, si on vous comprend, l'actuel maire Aimou Sylvestre, oui, qui est candidat sortant, vous êtes en train de nous dire qu'il a géré, il a eu une gestion clanique, c'est cela? Très clanique. Et ça, il le sait. Pour avoir fait le sujet de 2 convocations de sa part. Donc, si on vous comprend, vous êtes en train de nous dire que le bilan de Aimou Sylvestre, en quelque sorte, il n'est pas reluisant, il n'est pas positif. Port Boué, et je le dis tout le temps, je suis sur la route de Bassam, qui pour certaines personnes n'est pas considéré comme Port Boué, c'est-à-dire à Gonzague, Terre Rouge, notamment à Djoufou et autres. Mais quand on passe son temps à travailler à Port Boué Centre, qui est un peu le quartier qui représente Port Boué, et plus de 300 000 habitants sont sur la route de Bassam et eux, ils ne bénéficient de rien. Vous comprenez que c'est vraiment une gestion qui n'a pas de poids. Si plus la moitié de la population ne bénéficie de rien, parce que notamment, ça part de mon budget, c'est ce qui a fait que j'ai candidaté et j'ai un programme que lui-même n'a pas. D'accord, on aura l'occasion dans quelques instants de parler de votre programme, mais parlons toujours de cette candidature. On a eu l'occasion de checker un peu sur vos différents réseaux sociaux. On a vu des qualificatifs qui ont été attribués à votre candidature. Certains parlent de comédie, de plaisanterie, d'autres choses qui frisent un peu la dérision. Comment vous réagissez à tout cela? Légèrement, ça me peine. Parce que généralement, si vous regardez ceux qui font ce genre de publication, c'est des comptes avatars, c'est-à-dire des faux comptes. Et c'est des personnes qui sont incitées. Vos adversaires, c'est ce que vous voulez nous dire? Oui, je ne veux pas citer les noms, mais sinon je sais. Mais c'est pour dire, quand on fait ce genre de truc, un jeune qui est candidat, et c'est ce qui a fait que, même avec le RHDP, je n'ai pas eu d'accord, parce qu'ils sont restés dans sous-estimer ma candidature, sous-estimer le fait que les jeunes peuvent s'organiser pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, je suis candidat. Et ça surprend plusieurs personnes, parce qu'il faut savoir que ma candidature est l'une des candidatures qui a été le plus combattue en Côte d'Ivoire. Notamment des convocations, ils ont séquestré des amis en chambre, ils ont appelé certains conseillers de ma liste pour qu'ils quittent la liste, alors qu'on avait déjà déposé tous les dossiers. Ils ont fait entendre partout que ma candidature était invalidée parce qu'il n'y avait pas le logo, il n'y avait pas la couleur. Ils sont allés à la mosquée de mon père pour demander notamment qu'il ne soit plus de la mosquée, étant le président du comité de la mosquée, qu'il ne soit plus de la mosquée, sinon leur candidat ne viendra pas. Et il faut comprendre, même quand je voulais candidater, la mairie de Port-Boué refusait de signer mes documents. J'ai dû passer par une autre alternative. Donc ça vous dire, ma candidature réellement, c'est une candidature, comme je le dis tout le temps, c'est Dieu qui a permis. Ils ont sous-estimé et, chose bizarre, le médiateur de la République me dit, mais comment tu t'es arrangé pour être candidat alors que la majorité des jeunes ont été invalidés? Vous étiez candidat à la candidature pour le RHDP? Non, à Port-Boué, ils n'ont pas donné la possibilité. À Abidjan, le président de la République a dit qu'on ne pouvait pas. Donc, sinon à la base, et même, ça j'ai une confidence de vous faire, celui qui était censé valider ma candidature, quand je l'ai appelé, il dit qu'il ne peut pas. C'était qui? C'était Yo Fosier, qui était le secrétaire départemental de la zone où j'étais. Il a dit qu'il ne peut pas. C'est-à-dire, le simple droit d'un militant, il le refusait. Parce que lui-même, il avait des intentions. Et lui-même, il avait des personnes à proposer. Vous voyez que c'est devenu une affaire clanique, donc séance tenante, j'ai pris mes responsabilités. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes allé contre les principes de votre parti, du RHDP, qui a interdit toute candidature indépendante? Là, je suis assez à l'aise parce qu'on a vu la liste des candidats indépendants issus du RHDP. Je ne figure pas là-bas. Donc, je quitte le RHDP. Vous avez milité au RHDP? J'ai bien milité, mais quand des personnes de mauvaise foi refusent de reconnaître que tu étais militant, quand tu devais servir, quand tu utilisais, là tu étais militant. Mais quand tu ne faisais plus l'affaire, il fallait admettre que tu n'es plus militant. Quand le ministre Bakoro demande, le jeune il est candidat, qu'est-ce que vous lui avez parlé? Et que des personnes que j'appelle papa ont le courage de dire, il s'est rallié. Alors que le candidat en question, on a parlé, il n'a pas répondu. Même quand je partais déposer ma candidature, pour montrer mon respect pour les aînés, j'ai appelé le candidat Ibrahim Konaté du RHDP. Papa, ma candidature, je vais la valider, j'ai besoin de conseils. Et il m'a sorti une réponse qui m'a choqué. Et il m'a dit, je te rappelle, il ne m'a plus rappelé. Donc aujourd'hui, je suis à l'aise de dire, il était celui-même qui m'a donné un plus pour être candidat parce qu'à un moment, c'était un défi pour la jeunesse. Quand plusieurs leaders se mettent ensemble et ils disent, toi, sois le candidat, c'est une manière de dire que les jeunes se sont vraiment organisés. Quand des doyens se permettent de dire on ne peut pas payer une caution de 650 000,
C'est-à-dire, ils se sont arrangés pour ne pas nous donner de boulot, vu que je suis au privé. Dieu faisant grâce, on a eu les moyens, on a pu faire nos activités, on a pu faire la campagne. On est au même titre. Et jusqu'à présent, je pense qu'en politique, tout s'arrange, en tout, il y a un compromis. Mais quand tu entends les échos, parce que tout le monde n'est pas ton adversaire, tout le monde n'est pas ton ennemi, ils te disent, mais voilà ce qu'on dit de l'autre. Vous avez cité Bakongo, vous avez cité Sianou Fofana. Est-ce que ce sont des personnalités du RHDP qui vous ont contacté, qui vous ont demandé de vous retirer? Le ministre Bakongo, il a fait de la plus mauvaise des manières parce que j'étais à ma graduation d'auditeur politique à l'Hôtel Ivoire et le ministre Sianou Fofana ne savait pas que je faisais partie de cette promotion. Et dès qu'il m'a vu, ah mon fils, voilà. Et il avait déjà l'information que j'étais candidat parce qu'il m'avait invité à son investiture. Il a dit, j'irai pas parce que je suis candidat indépendant et je vais candidater. Il a vu sans plaisanter. Et tout le monde lui a dit, Ben est sérieux dans son affaire, il ne vient plus aux réunions. Et montant sur la scène pour recevoir mon diplôme, le ministre Sianou Fofana dit au ministre Bakongo, bon, monsieur le ministre Bakongo, c'est Ben Touré, ça c'est le jeune force du RHDP, il est candidat indépendant, il faut lui parler. Le ministre Bakongo me tapote, séance tenante, il me dit non, il va se retirer, quand on va lui parler, on va s'arranger. Et mon chef cap qui était juste derrière moi, Touré Souf, qui lui dit aussi, on va partir, parce que nous on a reçu le mot d'ordre du président de la République, qui a dit année de la jeunesse, on doit participer à la gestion. Et après ça, le ministre Bakongo prend la parole parce qu'il avait un panel à animer et il me dit, je suis un indiscipliné parce que tu ne peux pas être du parti et être candidat. Donc, le jeune homme qui est candidat à Port-Boué doit se retirer. La vidéo a fait le tour du monde. Est-ce que le qualificatif indiscipliné qui vous a collé, ce n'est pas juste? Non, ce n'est pas juste parce que celui qui est indiscipliné, c'est celui qui reste dans les rangs et qui fait autre chose. Je suis sorti des rangs et j'ai dit, je prends mon destin en main. Donc, séance tenante, quand tu regardes dans les archives du RHDP, j'y suis. Mais quand tu regardes après les élections des secrétaires, je ne suis ni dans un comité de base, je ne suis ni sur le militant. Bon, séance tenante, si quelqu'un n'est plus dans tes fichiers, tu ne peux pas dire qu'il est militant de chez toi. Donc, je suis à l'aise. Vous êtes toujours candidat, vous ne vous êtes pas encore retiré. Est-ce qu'il y a des pressions que vous subissez? Les pressions, j'en ai subi. Ça continue? Ça continue. Même hier, je suis... De quel côté? Du RHDP, du PDC? Du RHDP. Du RHDP. On vous demande toujours de vous retirer? Oui, on demande de me retirer en faveur du RHDP, mais je pense que c'est de bonne guerre. Quand on te néglige et après on voit que tu as un potentiel, parce qu'ils voient que malgré mes maigres moyens, je fais de la proximité. Et comme je suis le seul candidat à faire un bilan de chaque jour que je fais, ils voient, ils savent. D'accord. On va parler à présent de votre programme qui se décline en 4 axes. La santé, le logement, l'éducation, l'autonomisation. Parlez-nous un peu plus. D'accord. Il faut comprendre que quand tu viens d'un milieu qui n'est pas très riche, parce qu'il faut le reconnaître, je suis d'un quartier qui est traité de précaire. Ma famille y vit, j'y vis. J'y ai fait mon enfance. Parce que je suis à Gonzague depuis 1999. C'est pour des raisons d'études, parce qu'on avait été cambriolé. Des raisons d'études, je suis revenu en 2013 après mon bac à Gagnois. Et là, j'y suis resté jusqu'à présent. Il faut comprendre qu'à Gonzague, nos aînés ont pris l'habitude de faire des promesses. On va bitumer les 13 voies de route de bassin. Je pense que tout le monde connaît le prix d'un kilomètre de goudron. Ce n'est pas possible avec le budget de Port-Boué qui est de 13 à 14 milliards. Mais moi, j'ai dit par contre, il faudrait qu'on puisse trouver la formule parce que la zone que j'habite est une zone qui est traitée des zones aéroportuaires. On peut nous chasser du jour au lendemain. La preuve, ils étaient en bordure de mer, ainsi de suite. On est en train de reculer et les maisons sont en train d'être cassées. La dernière nouvelle, même, on met une clôture même pour nous dire carrément on ne veut pas voir le quartier. Et étant un fils de là-bas, je suis un peu indigné. Donc quand je parle de logement, c'est le même système que le Maroc que je veux qu'on applique. Mais en même temps qu'on fait le même système, on trouve les moyens pour déclasser, c'est-à-dire un bon partenariat avec les Qatariens. J'ai essayé de demander la maquette qui était de 50 millions, mais malheureusement, 50 millions, je ne les ai pas. Et je suis en train de faire comprendre aux gens que pour être candidat, on n'a pas besoin d'argent, on a juste besoin de motivation, de personnes engagées. Et on a dit, dans le logement, on a ce programme-là pour Route de Bassam, pour Adjaoui, pour le quartier Tofiato, qui est un quartier qui m'a vu naître. Là-bas, j'ai dit, tôt ou tard, on va casser. Mais la solution, c'est de reloger les gens d'abord, avant de casser. Parce qu'ils sont en bordure de mer. Je ne souhaite pas à quelqu'un de vivre là-bas. Toutes les maisons sont aussi cobois, comme on le dit. Et le quartier Zimbabwe aussi, qui est dans la même situation, en bordure de l'eau, c'est pas joli. Mais notamment, il faut qu'on puisse les reloger et puis faire ça.
Ça, c'est au niveau du logement. Parce qu'une fois qu'on arrive à résoudre ça, les inondations, tout ça, c'est tout ça. Et puis la voirie, maintenant, ça devient un truc qui est assez accessible. On n'a plus besoin de faire de gros goudrons. Il y a des petits semblants de goudrons là qui suffisent. Ça devient comme une cité. Je pense que le Maroc, pour ceux qui ont visité, savent de quoi je parle, de quel genre d'immeuble je parle. Et dans mon programme, je parle de 1000 euros, tout ça. Les gens rigolent. 1000 immeubles, 250 immeubles à Zimbabwe, Toviato, 500 immeubles à Djaoui. Là, c'est le logement. Il y a aussi la santé. Il y a la santé, parce que pour moi, j'ai dit, la santé, la première santé, c'est en faisant du sport. Et nous, on a dit, quand on arrive aux affaires, c'est une subvention qui est dégagée au niveau de la mairie pour permettre aux gens de pouvoir avoir chaque week-end sur les grands espaces à pratiquer des séances de fitness, avoir des cardiologues, des généralistes sur place. Ça, c'est déjà. Et j'ai dit au niveau de la santé, il y a la santé mentale. J'ai plein d'amis qui sont psychologues. Mais malheureusement, ici, quand tu es psychologue, tu deviens policier parce que les cabinets ne marchent pas. Nous, on subventionne parce que la santé mentale, elle est très importante. Et on a dit aussi, on met des cliniques automobiles parce que les accès de voies, étant vice-président des consommateurs, j'ai vu des situations où des en route parce qu'il n'y a pas de soins. Et il faut savoir que c'est 300 000 habitants, c'est difficile. Et ils vont rester dans les cliniques de fortune et ça devient n'importe quoi. Donc les cliniques automobiles pourront permettre de régler ça parce que c'est des gros camions. Et au niveau de la santé, j'ai dit, on faisait une maison de retraite. Les gens ont dit non, mais ça, on n'est pas encore prêt à ça en Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'on le veuille ou pas, quand il pleut en France, Abidjan mouillé. Et il faut comprendre qu'à un moment, quand tu arrives à un certain âge, ce n'est plus possible de rester en famille parce que tu deviens une charge. Mais j'ai vu quelqu'un que j'appelais le jeune qui est décédé chez lui, c'est une semaine après qu'on a su qu'il est décédé. Donc, ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui sont bien dans les maisons de retraite parce que Dieu nous donne une bonne fin, comme je le dis. Et c'est ainsi que j'ai pensé le projet santé. D'accord. C'est bien noté. Alors, on voit votre programme, la santé, l'éducation, le logement, l'autonomisation de la femme. Des gens diront que c'est intéressant, mais ça demande aussi quand même de l'argent. Ça demande de l'argent, beaucoup d'argent. Vous avez parlé de milliards. Comment vous allez faire justement pour mobiliser tous ces fonds? Comment vous allez financer ce programme? C'est vrai, vous le dites, en politique, ce n'est pas l'argent qui compte, mais l'argent compte parce que c'est l'argent qu'il faut utiliser pour faire tout ça. En effet, c'est une question qui me plaît bien parce que pour ceux qui me connaissent réellement, ils savent que j'aime bien avoir un bon carnet d'adresses. Parce que même étant au RHDP, j'étais ce jeune-là qui se permettait de créer des contacts, envoyer certains cadres, venir autofinancer certaines choses. Donc moi, j'ai dit toujours, le budget de la mairie de Port-au-Prince, pour moi, ne m'intéresse pas. Mais comment avoir d'autres budgets, c'est ça mon problème. Je prends par exemple, quand je dis l'école de la mairie, notamment, les gens diront, mais c'est quoi l'école de la mairie? Je dis, c'est une école qui est financée par la mairie, qui est construite par la mairie, qui embauche, c'est à hauteur d'1 milliard. Et cette école-là permet de mettre 1600 élèves issus de quartiers défavorisés. Le parent ne paye que 10 000, ne paye plus rien, fourniture, kaki ne paye rien. Et quand l'enfant a le bac, il a 500 000 francs sur 2 ans, ça c'est les 10 000 qu'on payait chaque année. Mais comment je fais tout ça? C'est des partenariats. Je pense que c'est là que le ministère de Fofana était un mentor pour moi. Parce que je l'ai vu au ministère du Tourisme avec un budget de près de 12 milliards, mais il a réussi à obtenir 7 000 milliards. Je dis, quand on regarde le tourisme en Côte d'Ivoire, on est fier. Sublime Côte d'Ivoire, des projets, on a même abrité la journée mondiale du tourisme parce que le monsieur, il sait chercher de l'argent. Et c'est ce que j'ai appris auprès de lui. Je n'ai pas cherché de l'argent auprès de lui, je n'ai pas cherché un poste ni à travailler, mais plutôt à avoir la connaissance. Et je me dis, un bon partenariat avec le titre de maire. Je prends au niveau de l'autonomisation des jeunes. Moi, j'ai un ami qui est très riche, qui est au Burkina, qui a une entreprise d'engrais. Je le salue au passage chèque. Je lui ai dit clairement, moi, au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu peux faire? Il m'a dit, la bouse de vache au niveau de l'abattoir peut servir à faire de l'engrais. Et lui, il est prêt à investir plusieurs milliards dans ça. Il dit, bon, si moi je suis maire, je te fais un espace, je forme des jeunes à ça. Et tu peux payer les jeunes à combien? Il a dit entre 150 et 200 000. Il dit, ça peut prendre combien de jeunes? Il m'a dit, entre 100 et 150 jeunes. Il dit, bon, si tu me permets 80% des jeunes, moi je t'octroie l'espace en tant que maire, et puis l'entreprise, tu installes ça à Port-au-Prince. Ça passe aux jeunes à qui ils viennent donner du boulot. Voilà un peu ce genre de projet que j'ai pour la commune. Donc, il faut savoir que c'est des partenariats qu'on va tisser. Les immeubles, ce n'est pas le budget de la mairie de Port-au-Prince qui va gérer ça, mais c'est un budget qu'on prend avec la formule du président Alassane Ouattara, des dettes qui sont payées à long terme. Mais il faut savoir que déjà, les gens, on déclasse la zone, on permet aux gens d'avoir... Vous allez endetter la mairie de Port-au-Prince et quand vous allez partir... Pas endetté, mais... Pas endetté, au contraire. Parce que
quand tu dis, vous dites endetté, c'est comme si c'est la mairie de Port-au-Prince, non? C'est les habitants, c'est-à-dire celui qui est locataire. Il ne paye pas de loyer à la mairie de Port, il paye le loyer à celui qui investit. Et quand ça arrive, quand ça arrive à terme, c'est la mairie qui bénéficie. C'est comme le troisième pont. Au départ, on ne prenait pas l'argent, mais aujourd'hui, on récupère l'argent. Donc, je pense que c'est un système qui existe. En affaires, c'est-à-dire le bon businessman, c'est celui qui arrive à avoir des marchés sans mettre 5 francs. Et c'est ce système-là qu'on va appliquer. Là, quelqu'un peut parler de je peux bitumer telle voie, mais la personne gagne quoi en retour? Alors, mais certains diront que c'est bien beau tout ce que vous dites. Est-ce que ce n'est pas de la fiction? Ce qui serait de la fiction, c'est que le président Alassane Ouattara, on est toujours dans un monde virtuel. On ne pensait pas avoir 5 points en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on y croit. Il y a des réalisations en Côte d'Ivoire, notamment de certains stades. Donc, on dit la Côte d'Ivoire. Pour celui qui va à l'intérieur, il va voir que la Côte d'Ivoire a vraiment changé. Donc, la fiction, on peut le dire. Mais un ministre me disait une fois, il faut rêver, il faut rêver grand. Et quand tu rêves grand, ça peut se réaliser. Le métro, c'était un truc qu'on ne croyait pas. Il me rappelle bien, il y a un candidat au présidentiel dans le temps jadis qui a dit qu'il allait faire le métro en Côte d'Ivoire. Les gens ont rigolé, mais aujourd'hui, le métro n'est pas une réalité. Bon, ce n'est pas encore une réalité, c'est toujours en cours. On attend que ça soit concrétisé. Nous sommes en période de campagne, ça fait maintenant quelques jours. Nous sommes presque à la fin de la campagne électorale. Comment vous financez votre campagne? Très belle question. Déjà, il faut voir que je me suis préparé depuis février. Je me suis préparé depuis février, même si les moyens n'y étaient pas, parce que je comptais sur une certaine somme que je n'ai pas eue. Mais je finance de manière propre à 80% ma campagne. Et le reste des 20%, il y a mon directeur de campagne, il y a ceux qui sont sur la liste qui cotisent. Donc vous voyez que j'ai toujours un staff autour de moi. C'est les jeunes même qui sont en train de cotiser. Certains diront... Ils cotisent combien? Donc, ça dépend des activités. Je prends par exemple au niveau de mes t-shirts. Je vous donne un calcul simple. Au niveau de mes t-shirts, il dit chacun peut prendre combien comme quota de t-shirts à fabriquer. Quelqu'un te dit moi je peux prendre 30, moi je peux prendre 20, moi je peux prendre telle somme. On est 65 conseillers. On est 65 conseillers. Si chacun prend 10, ça te fait 600 t-shirts. Et moi-même je dis bon, j'apporte peut-être 500 t-shirts que je finance. Peut-être je finance plus gros, mais il faut savoir que c'est participatif. Et réellement, c'est pourquoi, même quand on va à notre cortège, ce n'est pas des véhicules super luxueux. Mais c'est quand même une campagne de proximité, une campagne qu'on fait. Alors, une journée de campagne, ça peut vous coûter combien comme ça? Bon, la directrice financière, quand hier je lui ai demandé, on a dépensé combien? Elle m'a dit 460 000. 460 000 dans pour la journée. La journée, parce qu'il y a les locations des véhicules, il y a le carburant, il y a ce qu'on donne, parce que généralement, je ne dirais pas qu'on fait une campagne où on donne de l'argent, parce que je suis le seul candidat peut-être à faire campagne et les gens me donnent de l'argent. Parce qu'ils disent, vous êtes jeune, on ne doit pas prendre avec vous, on doit vous aider. Et ça arrivait à plusieurs reprises. Souvent, d'autres disent, ne donnez pas de l'argent, on va faire les bénédictions. Donc, vous savez, la politique... Est-ce que ce n'est pas rabaissant pour vous? Le fait qu'on vienne vous donner de l'argent, on est habitué à avoir des candidats qui donnent, mais là, vous recevez. Ça donne l'impression que vous êtes en train de demander, de commander pour avoir de quoi aller faire votre campagne. Si je voulais commander, je pense que j'ai assez de contacts à qui je pouvais dire, prête-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Et ça, tout le monde me connaît pour ça. Je sais me sortir de situations. Je n'ai jamais commandé, mais je pense que c'est une grâce. Moi, je connais quelqu'un qui m'a donné 500 comme participation. Quelqu'un m'a donné 5 000 comme participation. 500 dans ta campagne, ça fait quoi? C'est le geste. Et l'argent qu'on a reçu des gens, ça ne vaut même pas 100 000. Mais au fait, c'est une manière de te dire, les gens sont fiers de voir des jeunes engagés. C'est souvent la fierté qui fait. C'est souvent parce que les gens sont contents. D'autres m'ont dit, des candidats ont commencé comme toi, mais ils avaient un peu plus de moyens et ils étaient un peu plus âgés. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte à cela. D'accord. Le budget global, c'est combien? La campagne, c'est sur une semaine. Vous avez budgétisé votre campagne en une semaine. Ça va vous coûter combien? Déjà, il faut voir que le budget de campagne en général, quand on l'a établi, c'était de 189 millions. 189 Ça, c'est ce qu'on a établi. Mais comme je le dis, on fait avec les moyens de bord. Si je dois estimer ma campagne actuellement, on est à près de 35 millions de dépenses. Et les 35 millions, ça a commencé depuis février.
Depuis février, vous avez commencé à prévoir tout ça. À faire des proximités, à faire des activités. Concrètement, ça s'est passé comment? Chaque mois ou chaque jour, vous mettez de l'argent quelque part ou c'était comment? Là, ça frise d'un secret, mais j'avais eu un marché où j'avais quand même eu quelque chose. Et je pense que tout le monde a senti ça sur moi. On dit, ah, mais son style vestimentaire a changé, le gars, mais vous savez, on est assez jeune, mais on est assez vieux aussi. On prend beaucoup de conseils avec les vieux. J'ai un doyen qui m'a appelé, il m'a dit non, n'achète pas une grosse voiture, sinon les gens vont mettre les yeux sur toi, investis. Donc, j'ai fait mes investissements d'abord et après, j'ai commencé à faire des activités. Mais comme j'ai dit, je ne suis pas le genre de personne à donner 5 kilos de riz et faire des photos. Généralement, quand je devais faire des dons, j'appelle mon chef qui va donner à telle personne. Ne dis pas que c'est moi. Mais après, les gens le savent, ils viennent me dire merci. Je dis bon, je ne me reconnais pas là-dedans. D'accord. La CEI a appelé à une campagne civilisée pour des élections apaisées. Comment ça se passe chez vous actuellement, la campagne? Tout se passe bien? Je dirais oui, parce que ceux qui mélangent généralement les campagnes, c'est les jeunes. Mais les jeunes sont candidats. Et je ne suis pas sûr que quelqu'un va venir s'arrêter devant moi pour dire qu'il est le candidat de la jeunesse, alors qu'il sait que toi, tu as 50 ans, tu as en face de toi quelqu'un de 29 ans et tu dis que tu es le candidat de la jeunesse. Moi, j'ai dit aux jeunes à un moment, arrêtons d'être le programme de campagne des autres. Donc, à Port-Boué, actuellement, je peux vous assurer d'une chose. Port-Boué, c'est comme un village, on se connaît tous. Celui qui est censé te faire le mal, il te connaît. Donc, actuellement, c'est apaisé. Et la violence, c'est du côté des jeunes. Et les jeunes sont candidats. Moi, vous allez me voir des heures tardives, ce qu'on appelle nous chiens, on se promène ensemble. Ils m'accompagnent faire des campagnes. Ce qu'on appelle jeunes, on se promène, on fait campagne ensemble. Donc, je pense que jusqu'à preuve du contraire, les élections sont apaisées à Port-Boué. Et même, quand je n'ai pas un gros cortège, il y a juste 3 véhicules dans mon cortège. Quand je vois le cortège d'un aîné, je regarde à côté, il passe avec plusieurs voitures. Et puis après, justement, en parlant des aînés, il y a Ibrahim Konaté du RHDP, Katina Kone du PPACI et Mo Sylvestre. C'est quand même de grosses figures de la politique ivoirienne, des personnalités qui appartiennent à des partis politiques qui sont beaucoup implantés dans le pays. Quelles sont vos chances? Est-ce que vous croyez, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est peine perdue pour vous face à ces dinosaures griffes? Effectivement, cette question me ravit parce que lors de mes proximités, quelqu'un m'a dit tu es vraiment un poids plume face à ceux-là. Mais quand on a fini de parler, il m'a dit ah, tu risques de gagner. Comprenez que la liste électorale de Port-Boué, 79% moins de 40 ans. Et si c'est moins de 40 ans, on prend conscience pour dire on suit un jeune de notre âge, de notre génération. C'est-à-dire le premier mois, il aura moins 20 000 fois d'écart. Le deuxième mois, il aura moins 20 000 fois d'écart. Mais au-delà de ça, c'est des dinosaures. Ça, je les accorde. Ibrahim Konaté, qui est un père pour moi. Katina, je ne le maîtrise pas trop, mais il a plus d'affinité avec les gens que je connais. Et Mo Sylvestre, je dirais, c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de griefs, mais depuis un moment, j'ai compris que la politique, il ne faut pas se faire d'ennemis, il faut collaborer. Mais je peux vous assurer que ces trois-là réunis, ils savent qu'il y a un candidat qu'on appelle Touré Ben Youssouf, par exemple, qui est jeune, et c'est la grande question, tout le monde demande qui te finance. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont peur du peu que je fais. Moi, je leur ai dit, et ça, je le dis à la population, des gens qui mettent autant de moyens dans une candidature, vous n'avez pas peur, comment ils vont rembourser cet argent après? Parce que, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que... C'est possible aussi, il y a des candidats indépendants qui sont financés. Voilà. On a entendu le président Ouattara récemment lors de l'investiture des candidats du RHDP qui a mis en garde les candidats indépendants. On a entendu que certains candidats indépendants sont financés par des grosses figures du RHDP. C'est votre cas? Vous êtes financé? Il y a quelqu'un quelque part qui vous finance dans l'espoir que le candidat qui a été choisi ne gagne pas? C'est le cas pour vous? Si c'était le cas, je pense qu'il n'allait pas venir avec ma vilaine voiture. Mais à la vérité, il faut voir que je n'ai pas de financier. Et ça, je le dis haut et fort, c'était méchant parce que je me dis, quand le président Ouattara décrète une année de la jeunesse, il est président de la République de Côte d'Ivoire et non le président de la République de la jeunesse ou bien de la population du RHDP. Au-delà du titre de président du RHDP, il a quand même le devoir d'avoir un regard sur la jeunesse. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Alors, Touré Ben Youssouf Alexandre, candidat indépendant municipal 2023 dans la commune de Port-Boué. Nous sommes à la fin de cet entretien. Un appel à lancer à vos militants, aux populations de Port-Boué, aux populations de toute la Côte d'Ivoire pour que nous ayons des élections apaisées. Déjà, comme je le dis,
déjà à la population de Côte d'Ivoire et surtout aux jeunes. Cette élection, ça doit être sans violence. C'est pourquoi je salue l'initiative de la CONASU qui a commencé une campagne de sensibilisation. Élection, c'est pas parlable. À mon niveau, je le dis tout le temps, quand je vais à mes rencontres, ne faites rien qui peut entacher les élections. Si vous voulez que je gagne, allez-y voter, c'est ce qui est démocratique. Mais au-delà de ça, il faut faire comprendre à la population et à la jeunesse que tout est possible. Je suis quitté du néant, comme on le dit, pour être candidat. Port-Boué, c'est près de 600 000 habitants et il n'y a que 8 candidats, dont 8 personnes qui sont à l'honneur actuellement et j'en fais partie. Et je suis un témoignage vivant de on peut quitter de zéro et devenir héros. D'autres me disent souvent, tu as réussi ta mission, tu as prouvé que tu es quelqu'un. Je dis non, moi je vais pour gagner. Parce que j'ai foi au travail qu'on fait. J'ai foi que je n'ai pas les mêmes machines que les partis politiques, mais j'ai foi aussi que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et quand le peuple prend conscience, c'est dangereux. Parce que si les moyens suffisaient pour gagner une élection, le ministre Senou Fofana n'allait jamais perdre les élections face à Yemou Sylvestre. Parce que pour avoir été à la campagne, je sais. Je peux me donner des chiffres. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Touré Ben Issouf Alexandre. Je précise, vous êtes candidat au municipal 2023 à Port-Boué. Vous étiez avec nous sur ce plateau pour nous parler de votre candidature, de votre programme qui se présente sur cette brochure. On voit avec votre photo, avec le poing fermé comme ça, pour symboliser quoi? Non, pas pour symboliser, mais pour dire on est fort. D'accord, d'accord, pour exprimer votre puissance. C'est ça. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour nous parler de vous, de votre candidature, de votre programme. On vous souhaite bonne chance, tout comme on souhaite bonne chance aux 7 autres candidats au municipal à Port-Boué. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis à très bientôt sur l'Intelligent TV pour d'autres rendez-vous. Au revoir.